Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une anecdote, d'un événement, un petit événement que j'ai vécu hier. Hier, nous étions le 28 octobre 2024 au Centre culturel et religieux russe à Paris. De quoi s'agissait-il? Il s'agit que j'avais reçu une invitation envoyée par l'ambassade de Russie en France, par l'ambassadeur, qui me conviait à participer à une petite cérémonie d'ouverture pour une exposition que l'ambassade de Russie avait décidé de consacrer à une date qu'ils avaient à l'esprit, mais que j'avoue que personnellement je n'avais pas à l'esprit et beaucoup de gens ne l'avaient pas non plus, qui est que le 28 octobre 1924, donc il y a un an jour pour jour hier, eh bien le 28 octobre 1924, la France, la République française, avait noué formellement des relations diplomatiques avec la jeune Union des républiques socialistes soviétiques, avec la jeune URSS. Voilà. La France a eu des relations avec la Russie qui remontent presque à la nuit des temps, en tout cas qui remontent au milieu du XIe siècle, avec le mariage d'Henri Ier avec Anne, dite Anne de Kiev, et dont les souverains français ont donc eu du sang russo-ukrainien dans les veines. Et tout au long de l'histoire, donc pendant 9 siècles, il y a eu des hauts et des bas dans les relations franco-russes. Je ferai d'ailleurs très prochainement une vidéo à connotation historique que je publierai sur François Asselineau TV, puisque c'est un vecteur pour lequel je souhaite faire des à côté, des analyses politiques et historiques qui ne soient pas exactement des analyses d'actualité politique. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais là, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que voilà, l'ambassade de Russie s'est rappelé que après la révolution russe de 1917, les relations entre la France et l'empire des tsars avaient été un petit peu mises à l'arrêt. On attendait de voir ce qui allait se passer. Je crois que formellement, ça avait plus ou moins été supprimé, toutes relations à partir de 1919, avec la fin de la guerre civile qui opposait les Russes blancs et les Russes rouges. Et pendant donc plusieurs années, il n'y avait plus de relations. On a connu la même chose en France, avec un pays cher au cœur des Français qui est le Cambodge. En 1975, le 17 avril 1975, le Cambodge est tombé aux mains des Khmers rouges avec la chute de Phnom Penh. Et pendant plusieurs années, jusqu'en 1979, la France n'avait plus de relations. L'ambassadeur de France à Phnom Penh avait été évacué avec un certain nombre de personnes qui s'étaient réfugiées à bord de l'ambassade, qui avaient échappé au massacre auquel allaient procéder les Khmers rouges. Mais jusqu'en 1979, il n'y a plus du tout de relations. Le pays s'était complètement fermé sur lui-même. D'ailleurs, la France a renoué des relations diplomatiques avec le Cambodge parce qu'après, il y a eu l'invasion du Vietnam. Enfin bref, s'agissant de la Russie, à partir de 1919, il n'y avait plus de relations. Et en 1924, le 28 octobre 1924, ça avait été précédé par des échanges de télégrammes, des contacts évidemment. Le président du Conseil français s'appelait Édouard Herriot, était un homme de gauche que l'on retrouvera tout au long de la Troisième République, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Édouard Herriot, donc, avait reconnu, la France reconnaissait l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et donc il y a eu un échange d'ambassadeurs qui a eu lieu quelques temps après, avec du côté français un journaliste assez célèbre qui s'appelait Jean Herbette, qui a occupé le premier poste d'ambassadeur de France auprès de l'URSS, et puis de l'autre côté un Russe qui s'appelait Léonid Krasin, qui a été le premier ambassadeur du RSS en France. Alors, il y avait donc une cérémonie avec une petite exposition tout à fait intéressante, d'ailleurs, dont je parlerai dans la vidéo que je viens de mentionner et que je publierai prochainement sur François Asselineau TV. Et on apprenait notamment parmi les cartels et la présentation des choses tout à fait intéressantes. Écoutez, regardez ceci par exemple. Le 28 octobre 1924, Édouard Herriot, chef du gouvernement français, envoie au nom du Conseil des ministres un télégramme au président du Conseil des commissaires du peuple de l'URSS, Alexei Rykov, se déclarant prêt à nouer dès maintenant des relations diplomatiques régulières avec le gouvernement de l'Union par l'envoi réciproque d'ambassadeurs.
il était souligné dans ce document que, je cite, « la non-intervention dans les affaires intérieures sera la règle des rapports entre nos deux pays », ce qui est quand même quelque chose de très important. Le télégramme indique aussi que la France reconnaît de jure c'est du latin, ça veut dire de façon formelle en droit, le gouvernement de l'Union soviétique comme le gouvernement des territoires de l'ancien empire russe où son autorité est acceptée par les habitants et dans ces territoires comme le successeur des précédents gouvernements russes. La réponse du président du comité central exécutif de l'URSS, M. Kalinine, énonce que le comité central, je le cite, accorde la plus grande importance à ce que tous les malentendus entre l'URSS et la France soient écartés et à la conclusion entre elles d'un accord général qui peut servir de base solide pour des relations amicales. Alors, je vous dis ça parce que c'est là-dessus qu'ont recommencé des relations diplomatiques. Depuis 100 ans avec la Russie devenue URSS. Vous avez vu que ce cartel que je viens de vous lire était présenté dans cette exposition organisée, non pas à l'ambassade proprement dite, et organisée par l'ambassade de Russie, mais dans ce centre culturel qui est au bord de la Seine, vous savez, avec des coupoles dorées où il y a à la fois une église orthodoxe, mais il y a aussi des salles d'exposition. Il y a évidemment une petite arrière-pensée qui figure ici, c'est que les Russes se plaisent à montrer ce que la France avait signé. Les engagements qu'elle avait pris, c'est-à-dire non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre État, et puis également une amitié sur une base solide, et également la reconnaissance que l'URSS reprend à sa charge tous les territoires de l'ancien empire russe. Suivez mon regard, vous savez, j'ai déjà eu l'occasion maintes fois de l'expliquer, que la Crimée, que le Donbass, que toutes ces parties-là ont appartenu depuis des siècles en fait à l'Empire russe et n'ont jamais appartenu à la République socialiste soviétique d'Ukraine, d'où est issue d'ailleurs l'Ukraine actuelle. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition, c'était qu'il y avait ensuite tout un déroulé sur ces relations qui ont connu des hauts et des bas, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu bien entendu de nouveau une interruption des relations diplomatiques, et qui sont revenues sur le devant de la scène en 1944, lorsque notamment le gouvernement de Joseph Staline, l'URSS de Staline, a reconnu formellement le gouvernement provisoire de la République française du général de Gaulle. Et on apprenait comme ça au détour de certains cartels des choses qui sont totalement méconnues. C'est-à-dire que l'Union soviétique est venue au secours de la France après la Seconde Guerre mondiale, notamment en 1946, où il y avait des pénuries terribles en France, où tout avait été dévasté. En particulier, le 6 avril 1946... la France était dévastée, mais l'URSS aussi. L'URSS avait payé quand même le prix fort, avec près de 30 millions de morts et des terres dévastées. Le 6 avril 1946, le gouvernement soviétique a envoyé comme aide de première urgence à la France 400 000 tonnes de blé et 100 000 tonnes d'orge pour permettre aux Français de manger, tout simplement. Et comme la France était démunie au point qu'elle n'avait même plus de bateaux, ce sont des navires soviétiques qui ont amené cette alimentation pour que les Français puissent manger. Alors je le dis parce que, bien entendu, ça n'était pas dénué de calculs politiques, géopolitiques et diplomatiques. Les gestes sont rarement gratuits dans la politique internationale. Dieu sait si on nous a rebattu les oreilles sur l'aide extraordinaire que les Américains nous ont envoyée après la Seconde Guerre mondiale, qui est le plan Marshall sur lequel il y a énormément de choses à dire, puisqu'en fait c'était en fait une volonté de mettre la main sur la France, et d'ailleurs l'aide financière que nous apportaient les États-Unis s'accommodait également de toute une réflexion sur le soft power, c'est-à-dire en particulier le fameux accord Bloom-Burns de 1946, c'est-à-dire la même année. Le gouvernement français acceptait, après l'accord entre Léon Blum et Burns, qui était le secrétaire d'État américain, le gouvernement français acceptait d'ouvrir 140 salles de cinéma en France, à travers toute la France, à des films américains. Il s'agissait, les Américains avaient compris avec beaucoup d'ingéniosité et de perversité, en fait, que pour mettre la main sur un pays, il faut faire ce qu'avait fait Jules César, c'est-à-dire envahir les esprits. De la même façon que Jules César avait conquis les âmes les enfants des chefs des tribus gauloises pendant la guerre des Gaules, pour en faire des Gallo-romains, eh bien, c'était la même stratégie qui avait été opérée.
En attendant, voilà, ce que l'on apprend dans cette exposition, qui est quand même tout à fait intéressante, c'est que, eh bien, les Soviétiques nous ont donné, quand même, à un moment où eux-mêmes étaient dans une situation extrêmement difficile, ils nous ont quand même donné un sacré coup de main. Voilà. Et je vous raconte ça pourquoi ? Pour plusieurs choses. La première, c'est que il n'y avait pas beaucoup de monde. Je suppose que le service de l'ambassade de Russie avait essayé d'envoyer des invitations au maximum de personnes. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde. Bon. Les personnes qui avaient... J'ai vu qu'il y avait M. Pierre de Gaulle qui était venu, puisque M. Pierre de Gaulle fait profession depuis Zurich d'être en permanence en contact avec la Russie. Bon, j'ai vu une ou deux personnes un peu connues, mais par discrétion, je ne donnerai pas leur nom. Mais en tout cas... Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'étais le seul et unique responsable politique français. Il n'y avait aucun autre responsable politique, aucun autre chef de parti. Il n'y avait aucun autre même membre d'un parti. Par exemple, je n'ai évidemment pas vu Mme Le Pen, qui, il y a encore quelques années, se pavanait dans le bureau de Vladimir Poutine. Je n'ai pas vu M. Bardella, bien entendu. Je n'ai vu aucune personne du Rassemblement national. Je n'ai même pas vu, ça m'a surpris, M. Mariani, puisque normalement, M. Mariani est quand même le co-président du dialogue franco-russe. Je n'ai vu personne de chez Zemmour, bien entendu. Je n'ai pas vu Mme Marion Maréchal, etc. Je n'ai vu personne de chez Mélenchon. Enfin, bon, bref, j'étais le seul et unique responsable politique à être là. J'étais venu avec 3 de mes collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y avait, en revanche, quelques diplomates de haut rang qui étaient là, des amis de la Russie. En particulier, il y avait l'ambassadeur de Chine, de la République populaire de Chine en France, et il y avait également le chargé d'affaires de Biélorussie en France, puisque les relations diplomatiques entre la France et la Biélorussie sont dégradées, et donc il n'y a plus d'ambassadeur depuis plusieurs années, il y a simplement un chargé d'affaires, quelqu'un de plus jeune, pour assurer le tout venant. Ce sont des relations diplomatiques dégradées, mais qui existent encore. Mais ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est que je me suis entretenu avec l'ambassadeur russe, mais qui ne parle pas le français, et comme je ne parle pas le russe, c'était un petit peu limité. En revanche, je me suis entretenu davantage avec le ministre conseiller, qui est le numéro 2 de l'ambassade, qui lui parle très bien le français. Et je lui ai demandé, je lui ai dit que je ne voyais personne du Quai d'Orsay. Et je voulais savoir est-ce qu'il y avait quelqu'un du Quai d'Orsay. Et il m'a dit avec un regard un peu triste et un petit sourire en coin, il m'a dit que non, il n'y avait personne. Et il m'a dit pas même un rédacteur. Un rédacteur, c'est le niveau de départ des diplomates. Il faut savoir qu'au Quai d'Orsay, comme dans tous les ministères des Affaires étrangères, vous avez, à partir du moment où vous commencez, par exemple, si vous sortez de l'ENA, vous êtes au niveau de rédacteur et vous êtes en charge d'un pays. Vous avez par exemple un rédacteur Vietnam, un rédacteur Brésil, etc. Et puis après ça, vous devenez sous-directeur. Donc il y a des sous-directions, la sous-direction Asie du Sud-Est, la sous-direction Asie du Sud, c'est le sous-continent indien. Vous avez la sous-direction Europe de l'Est. Et puis après, vous avez au-dessus des directeurs, le directeur d'Asie-Océanie, le directeur d'Europe centrale et orientale, etc. Voilà. Donc, et au-dessus, vous avez évidemment les membres du cabinet du ministre, et puis le directeur de cabinet du ministre, et aussi encore au-dessus, le ministre ou les ministres, puisqu'il y a 2 ministres actuellement au Quai d'Orsay. Il y a monsieur donc Jean-Noël Barrot, qui est le ministre des Affaires étrangères en titre, et il est flanqué donc d'un ministre délégué chargé des Affaires européennes, monsieur Benjamin Haddad. Eh bien, il n'y avait absolument personne. Alors, c'est là où je voudrais en venir, parce que je suis personnellement scandalisé. Scandalisé par la bêtise, la nullité des gens qui nous dirigent. Pourquoi ça ? Parce que, actuellement, il faut vraiment être d'une bêtise crasse pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. Premièrement, il y a des fortes probabilités, c'est pas sûr, nous sommes fin octobre, et l'élection présidentielle américaine a lieu le 5 novembre, donc je vais peut-être être démenti par les événements. Mais il y a quand même une forte probabilité pour que Donald Trump soit réélu à la Maison-Blanche. Si tel était le cas, il a déjà indiqué qu'en 48 heures, il arrêtera la guerre en Ukraine. Ça veut dire que peut-être, dans les mois qui viennent, vous savez que le président de la République aux États-Unis, le président des États-Unis prend ses fonctions, il est élu au premier mardi de novembre,
c'est inscrit dans la Constitution américaine, mais il ne prend ses fonctions que le 20 janvier suivant, ce qui fait un délai très long, d'ailleurs un peu absurde, qui remonte à l'époque des diligences. Le président des États-Unis changera, dans tous les cas de figure, Biden quittera ses fonctions le 20 janvier prochain. Si c'est Donald Trump, ça veut dire que le 22, à la fin janvier, probablement que la guerre en Ukraine sera terminée. Et à l'initiative des Américains. Et nous, on aura l'air de quoi? La deuxième chose à savoir, c'est qu'en ce moment, sur le terrain, la situation militaire ukrainienne est en train de tourner à la débâcle. Ce n'est pas moi qui le dis, il suffit de regarder la presse, notamment dans le Donbass. La fameuse offensive du côté de l'armée ukrainienne dans la région de Koursk a fait long feu, ça s'est arrêté, et ça ne bouge plus exactement, ils sont sur le reculoir. Et au même moment, les armées russes sont en train de gagner du terrain de plus en plus dans le Donbass. On est au bord, au moment même où je parle, certains prédisent même peut-être un effondrement rapide maintenant de l'armée ukrainienne. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que vous l'avez vu, il y a quelques jours, Vladimir Poutine a réussi un triomphe planétaire, diplomatique, avec l'immense succès de la réunion des BRICS à Kazan, qui a été minimisé, caché. On a dit oui, en fait, c'est un peu raté son truc. J'ai vu d'ailleurs des articles de journaux qui montrent que j'ai trouvé ça extraordinaire. Les journaux qui ont expliqué qu'en fait, oui, mais bon, ces BRICS, mais il y a tellement de conflits entre eux que voilà, ils ont des intérêts très divergents. C'est assez drôle de voir ça quand on pense à l'OTAN ou quand on pense à l'Union européenne ou quand on pense à l'OCDE, qui sont les structures de l'impérialisme américain qui, comme s'il n'y avait pas les mêmes intérêts divergents. Non. La réalité, c'est qu'évidemment, la réunion des BRICS à Kazan a été d'un très grand succès et qu'il faut en tenir compte. Donc tout ça pour dire quoi, en fait? Pour dire que si nous avions un gouvernement digne de ce nom, avec des gens compétents, intelligents, il ferait quoi? Il ferait ce qui est conforme aux intérêts de la France. Je vais apprendre avec M. Jean-Noël Barrot et à M. Benjamin Haddad, quand ils prennent la décision non seulement de ne pas y aller eux-mêmes, mais de même pas envoyer un fonctionnaire du Quai d'Orsay sur place pour célébrer cet événement. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, en fait? Ils croient quoi, en fait? Ils croient qu'à Moscou, Poutine, il apprend que l'ambassade de Russie en France a voulu célébrer le 100e anniversaire des relations diplomatiques et que la France n'a même pas envoyé un fonctionnaire de moyenne importance du ministère des Affaires étrangères, n'a envoyé personne. Ils pensent quoi, M. Barrot et M. Haddad? Ils croient que Poutine va être terrorisé par cet acte de bravoure? La seule chose la seule conséquence concrète de cet acte, c'est que Poutine, les dirigeants russes, mais aussi les diplomates, ils se disent la France est dirigée par des minus, des minables, des larbins des États-Unis d'Amérique. Voilà ce qu'ils pensent. Et le problème, c'est que c'est la vérité. Parce que c'est quoi l'intérêt de faire ce qu'ils ont fait, de ne même pas envoyer un rédacteur ou un sous-directeur? Qui aurait été au courant? Personne, sauf la Russie. Vu du côté russe, on se serait dit « Ah, on a quand même un signal sympathique. » Voilà, ça veut dire qu'on ménage l'avenir. Parce que figurez-vous que le principe même d'un diplomate, c'est justement d'être diplomate. C'est-à-dire, il y a une célèbre formule qui dit que le principe, un diplomate, ça sert à réparer les bêtises que les politiques ont faites. Donc normalement, le corps diplomatique français, les diplomates, ils devraient arrondir les angles par derrière, en sachant que la Russie, dans 100 ans, dans 200 ans, elle sera toujours là, et la France aussi, espérons-le, et qu'il est de notre intérêt vital et stratégique de maintenir quand même un canal de conversation. Sinon, il faut fermer l'ambassade de Russie en France. Sinon, il faut rompre les relations diplomatiques à ce moment-là. Sinon, il faut rappeler notre ambassadeur et on rompt toutes les relations. Mais à partir du moment où on a maintenu des relations diplomatiques, ce qui est une bonne chose,
À partir du moment où il y a une des deux parties qui célèbre le 100e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et l'URSS, c'était le devoir, c'était la raison d'être d'un ministre français des Affaires étrangères, peut-être pas d'y aller lui-même, compte tenu de des mauvaises relations que nous avons en ce moment avec la Russie, que je regrette, mais je me mets même dans sa peau. Peut-être pas, effectivement, que le ministre s'y rende. En temps normal, c'eût été le rôle d'un ministre de s'y rendre, pour ne pas dire d'ailleurs, ça aurait pu être le rôle d'une rencontre des chefs d'État. Le 100e anniversaire des relations diplomatiques, ça aurait pu être la rencontre d'un président de la République qui aurait été différent de Macron, bien entendu. Je suis persuadé que du temps de Chirac, on aurait pu avoir célébré en grande pompe au niveau des chefs d'État ce 100e anniversaire. Admettons que la situation ne s'y prête pas. Admettons que M. Jean-Noël Barrot estime que c'était pas le rôle du ministre d'y aller. On pouvait envoyer le directeur d'Europe centrale et orientale, que le grand public ne connaît pas, ou au minimum envoyer un sous-directeur du Quai d'Orsay pour montrer quand même que, bon, on continue à vous parler, on reconnaît, et malgré les vicissitudes du temps, eh bien, on reste quand même des peuples qui ont vocation à s'entendre. Non. Même pas ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu de Moscou, mais aussi vu des autres ambassadeurs qui étaient là, ambassadeur de Chine, quand il est rentré dans son ambassade, il a dû câbler à son ministère à Pékin. J'ai été à la célébration du 100e anniversaire des relations franco-russes. La partie française n'a même pas envoyé un rédacteur. C'est ça qui se passe dans le monde diplomatique. C'est-à-dire que la France prend une position jusqu'au boutiste, démentielle en fait. On n'a absolument pas les moyens d'avoir une diplomatie comme ça. On n'est rien. Et en plus, on la ramène. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis outré et scandalisé. Pour ce qui me concerne, j'ai dit à l'ambassadeur de Russie en France qu'il y avait énormément de Français qui, malgré les vicissitudes du temps, gardaient de l'amitié pour la Russie et pour le peuple russe, et qu'il y avait beaucoup de Français qui n'étaient pas d'accord avec la politique actuelle, qui avait gardé le souvenir de tout ce que la Russie nous a apporté depuis maintenant un certain nombre de siècles, et notamment toute une série d'épisodes de l'histoire de France sur lesquels je reviendrai dans cette vidéo à paraître. Voilà ce que je voulais vous dire. Honnêtement, j'ai eu honte du gouvernement français, qui, dans ces conditions, n'a même pas fait le strict minimum qu'il devait faire. Voilà. Vive la France et vive l'amitié franco-russe.